Bonjour à tous. Merci Madame Moutaoukil, merci Madame Benabdjilil. Donc j'ai le plaisir d'enchaîner avec la deuxième partie de cet atelier. Voilà, juste en guise d'un petit rappel, ça a été très bien expliqué par Madame Moutaoukil pour la prévalence des troubles cognitifs. Et puis c'est des troubles qui touchent pratiquement 65% des patients, et puis ça touche toutes les formes de la sclérose en plaques, et essentiellement les domaines de la vitesse de traitement de l'information, la mémoire visuelle verbale et les fonctions cognitives, exécutives. Pardon. Donc, d'où l'intérêt de l'évaluation cognitive dans la sclérose en plaques. Donc, les troubles cognitifs dans la sclérose en plaques ont un impact majeur dans la vie socio-professionnelle du patient, dans sa qualité de vie, dans son adhérence au traitement. Donc, elle peut également aider à la prise de décision thérapeutique et même prédire la progression de la maladie. Et un nouveau concept, c'est que la prise en charge des troubles cognitifs représente un indicateur de qualité dans les soins de prise en charge de la CEP. D'où l'existence de plusieurs outils d'évaluation. On a essayé d'un peu d'abréger, juste on a cité les trois qui sont validés et puis très utilisés dans la littérature, à savoir la BRB, qui est la Brief Repeatable Battery for Neuropsychological Test, le MACFIMS, le Minimal Assessment of Cognitive Function in MS, et le Brief International Cognitive Assessments for MS, le BCAMS. Et en dernier, j'ai cité également la BCOG-CEP, qui est la batterie française, l'adaptation de la BRB. Donc, on commence par la BRB, qui est la batterie historique. Donc, elle a été décrite en 91 par Arao. Donc, c'est une batterie qui dure à peu près 45 minutes et qui est composée de 4 sous-tests. Donc, le SDMT pour l'évaluation de la vitesse de traitement de l'information, le Selective Reminding Test pour la mémoire verbale, le 1036 Spatial Recall Test pour la mémoire visuelle et le PAS-7 pour l'attention. Donc, c'est une batterie qui est sensible dans 85% des cas. Par contre, elle est assez chronophage et elle nécessite du matériel et personnel spécialisé. Donc, la deuxième batterie, c'est le MACFIMS. Et le MACFIMS est décrit comme étant le gold standard de la recherche. Donc, elle a été décrite en premier par Bénédicte en 2002. Donc, c'est une batterie qui peut prendre de 90 à 120 minutes. Elle couvre un peu tous les domaines cognitifs touchés dans la CEP et comprend 7 sous-tests qui sont le SDMT, le CVLT pour la mémoire verbale dans sa seconde édition, le BVMT révisé pour la mémoire visuelle, le DKEFS Sorting Test pour les fonctions exécutives, le PAS-7, le COAT pour la fluence verbale et le JLO pour la visio-perception. Donc, comme j'ai dit, c'est une batterie qui couvre complètement tous les domaines cognitifs touchés dans la CEP, mais elle est très chronophage. Elle n'est pas adaptée à une passation de routine, de clinique routine dans un cabinet ou bien dans l'hôpital. Donc, c'est une batterie qui est assez chronophage. D'où l'idée, qu'il leur est venu en tête l'idée de créer une batterie courte qui représente un outil de dépistage rapide, qu'est la BCAMS, donc décrite par Bénédicte et Langdon. Donc c'est une batterie qui peut prendre entre 15 et 20 minutes. Et déjà, dès la conception de l'idée de la batterie, donc ils avaient l'optique de créer une batterie qui va être validée à l'échelle internationale. Et ça a été déjà... ça a été déjà annoncé dans l'article Princeps que le protocole de validation va être publié et que c'est déjà la validation a commencé dans plusieurs pays. Donc, c'est une batterie qui a été décrite en 2012, simple, facile à réaliser, donc elle est brève et ne nécessite ni personnel ni de centre spécialisé, adaptée à la pratique clinique de tous les jours et validée dans plusieurs pays et cultures. Par contre, elle ne couvre pas tous les domaines cognitifs, notamment les fonctions exécutives, parce que c'est des fonctions qui nécessitent une évaluation assez chronophage et ce n'était pas l'idée de la conception de la batterie. Donc, elle comporte de 3 tests qui doivent être réalisés systématiquement dans l'ordre suivant. Donc, le SDMT, le CVLT uniquement les 5 premiers essais, parce que le CVLT, c'est un test qui comprend le test d'apprentissage immédiat, le rappel différé et puis un test de reconnaissance. Là, dans les recommandations du BICAM, c'est juste les 5 premiers essais d'apprentissage, et puis le BVMT avec les 3 premiers essais d'apprentissage. Donc, je vais un peu parler de chaque sous-test.
Le SDMT, donc ça analyse la vitesse de traitement de l'information, l'attention soutenue, la flexibilité cognitive. C'est un test qui est spécifique et assez sensible, commun à toutes les batteries suscitées. C'est un meilleur prédicteur des troubles cognitifs dans la CEP. Donc puisque la vitesse de traitement de l'information est le premier paramètre à être touché. Donc, par contre, dans la recommandation du BICAMS, donc, on utilise le SDMT dans sa forme orale. Donc, c'est un test qui prend maximum 5 minutes. Si on compte le temps à passer pour expliquer les consignes, d'abord le premier essai et puis la passation qui ne prend que 90 secondes. Et il existe 4 formes alternatives équivalentes donc, qui ont été décrites et sont validées et, afin de contourner le phénomène d'apprentissage. Donc là, ce n'est pas la version originale du SDMT, juste pour illustrer un exemple. Je pense qu'on connaît tous le test. Donc c'est une grille où c'est affiché les symboles. Et c'est 9 symboles appariés à 9 chiffres. Et là, on a les 10 premiers essais. Donc ils sont marqués par un 2 traits. Là, ils ne sont pas comptabilisés. Ils servent à montrer aux patients comment on va procéder au test. Puis après, on commence le test à partir des 2 traits. Donc, on a généralement une grille patient. Donc, on va exposer la grille au patient et il va lire à haute voix les chiffres appariés au symbole, merci. Et l'examinateur a une fiche qui est déjà pré-remplie et ça permet de faciliter un peu la cotation du test. Et puis, bien sûr, l'intérêt de la forme orale, c'est de contourner un peu les problèmes de dextérité. Donc, pour la cotation, c'est le nombre total de réponses correctes données oralement en 90 secondes. Le deuxième test, c'est le CVLT. Dans sa deuxième édition, ça a été décrit en 87, puis avec sa version révisée en 2000. C'est un test qui consiste en le rappel d'une liste de mots que je vais détailler dans la diapo suivante. Donc, il teste la mémoire épisodique verbale avec les stratégies d'encodage. Et ça a été déjà dit que c'est les 3 premiers essais dans le BICAMS et ça prend 5 minutes, maximum de 10 minutes. Et il est sensible aux troubles mnésiques précoces de la CEP. Donc, c'est 4 catégories sémantiques et on a 4 mots par catégorie. Et puis, le test se déroule, donc l'examinateur va lire les 16 mots à raison d'1 mot par seconde. Et le patient est invité à rappeler les mots de mémoire après chaque lecture et puis dans n'importe quel ordre. Il n'y a pas d'indissage. Et on effectue le test à 5 reprises. À chaque fois, on lit la liste au malade. La cotation, donc c'est attribuer 1 point pour chaque réponse juste à chacun des 5 rappels. Et ça nous fait un total de 80 points. Là, c'est un exemple des catégories. Donc, c'est tiré de l'article Princeps du BICAMS avec la grille de cotation. Donc, on voit bien que là, il y a les 4 catégories sémantiques: animaux, fruits, outils et instruments de musique. Et à chaque essai, on lit comme j'ai dit, on lit la liste et on coche les mots. Après, on calcule le total par essai, puis après, calculer le total des 5 essais. Alors, le troisième test, c'est le BVMT. Ça a été décrit en 97 par Bénédicte. Donc, il évalue la mémoire visuelle et l'apprentissage visio-spatial. Donc, il consiste en une feuille en A4 qui présente 6 figures. Donc, 2 figures dans 3 rangées. Puis, c'est des figures qui sont abstraites. Le patient est invité à reproduire les figures après un temps de... Donc, on expose les figures au patient pendant 10 secondes, on retire la feuille et il est invité à reproduire les mêmes formes pendant 3 fois. Donc, à chaque essai, on reprend avec la feuille des figures. Et le score, c'est qu'on administre 0 point si on a l'emplacement et la forme qui s'en faut, 1 point pour si emplacement ou forme juste, 2 points si l'emplacement et la forme qui sont justes, qui nous fait un 12 par essai et au total 36 points. Donc là, je vous expose les recommandations, les standards de validation internationale qui ont été décrits par Bénédicte. C'est le protocole qu'ont suivi les différents centres afin de valider la BICAMS. Et ça consiste en 5 étapes et c'est très bien détaillé dans l'article avec l'étude statistique et tout.
Donc c'est ce qui nous a mis un peu l'idée en tête avec Madame Benabjlil et Oussed Alaoui d'adapter, normaliser et valider le BICAMS au Maroc. Et puis c'est un projet qui a été aussi financé par la bourse de prix de la recherche Ibn al-Haytham. Et voilà, comme tout test, validation de tout test neuropsychologique, on passe par les 3 étapes: l'adaptation, la prépassation, la normalisation et la validation. Là, actuellement, on est à la fin de normalisation, début validation, donc on n'a pas encore toutes les normes marocaines. Mais voilà, je vous expose un peu notre protocole. Donc, le SDMT, le BVMT, c'est des tests qui sont que des symboles. Donc, ça ne nécessite pas une adaptation ni traduction. Par contre, les consignes ont été traduites et adaptées en langue dialecte marocain. Et le CVLT, là, on a construit les 8 catégories. Donc, ça nous a fait 2 listes A et B. Donc, on a choisi les 4 catégories. Je vous expose les mots qui sont une improvisation. Ce ne sont pas les mots réels de notre test. Par contre, après, on va les exposer, Inch'Allah. Donc, c'est 16 mots, 4 mots par catégorie. Et on a choisi les mots selon leur fréquence, leur concrétude, longueur et la familiarité culturelle. Et bien sûr, la normalisation et la validation sont toujours en cours. Donc là, j'enchaîne avec les cas cliniques. Notre premier cas, c'est Madame HB, 39 ans, mariée, mère d'un enfant, avec un niveau d'études à 12 ans. Donc, elle est suivie pour une CEP rémitante. Le premier épisode visuel, ça a débuté en 2018, où elle a fait une norbe gauche. Puis après, elle a fait 2 épisodes de norbe gauche avec des poussées motrices, avant qu'elle ne soit suivie au service en 2019. Donc, l'indication a été posée de la traiter par Nathalie Zumab. Donc, elle a fait 4 poussées, mais elle était toujours stable avec un EDSS à 3. On en est à plus de 40 cures de natalizumab avec un intervalle de dose à 6 semaines. Elle est toujours stable, pas de plainte, pas de poussée motrice. Il n'y a pas de poussée, ni motrice sensitive, visuelle, ni rien. Donc voilà, je vous expose son IRM. Juste pour des commentaires, s'il y en a. Exactement. Oui, mais la charge lésionnelle, une charge lésionnelle importante, plus de 20 lésions, donc plus de 20 hypersignales qui répondent aux critères, bien sûr, de la CEP. Oui, oui, oui. Le flair, c'est des lésions assez confluentes quand même. Sous-corticale. Oui. Oui, avec une atrophie avancée. Avec une atrophie corticale pour son âge. Elle était âgée de 32 ans. Donc, oui. Qui est large. Oui. Un traitement agressif. Voilà, je vous expose son SDMT. Donc, c'est juste pour l'illustration. Le SDMT, c'était au début, presque au début de l'évolution. Donc, oui, 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 traitement. Oui, madame, c'était lors de l'administration du Tissabri, c'est là où on a évalué le SDMT. C'est bon? Oui, pour des normes, à peu près, si on prend les normes internationales, c'est aux alentours de 40. Donc, on est à un ralentissement assez sévère de la vitesse de traitement de l'information. Après, sans test, sans CVLT, là c'est au cours c'est pas l'initial, parce qu'initialement on n'avait pas la batterie, ça c'est au cours de la prise en charge. Donc j'aimerais bien, madame, qu'on commente un peu le tableau, si c'est possible.
Euh, je le fais? Ben oui. Donc là, oui, oui, là, je voulais juste un peu attirer votre attention sur la stratégie d'encodage. Donc, si on va évaluer ou bien analyser le CVLT, si par exemple, dès le deuxième essai, on va remarquer que notre patiente a commencé déjà à regrouper les mots en sémantique. Donc, c'est le masjid, après c'est le hadiqa, le madrasa, et puis c'est le beit. Donc déjà, les lieux, elle les a regroupés tous ensemble. Après, elle passe à la deuxième catégorie. Donc, c'est ce qu'elle maintient durant les trois essais. Il y a quelques mots nouveaux qu'elle arrive à donner, mais elle fixe juste les catégories sémantiques, les lieux et les fruits. Donc, on peut dire qu'elle a atteint un plateau précoce. Donc, dès le deuxième essai, il y a le 7, 9, 9, 9, ça ne change pas. Donc, on peut dire qu'il y a des troubles d'encodage. Donc, exactement, un apprentissage lent. Elle reste stable. Et puis, ça fait le profil typique des patients atteints de CEP. Après ça. Donc, là, c'est sans BVMT. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à visualiser. Et si quelqu'un peut coter. Oui. C'est un point, c'est 0 point quand on a la forme et l'emplacement qui sont faux. 1 point si chacun ou l'autre qui est juste, et puis les 2 points si les deux sont justes. Oui, 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 c'est la forme. Est-ce que quelqu'un veut commenter sur le premier essai? Docteur Fadel dit 4 points. Oui. Non, c'est 0 point si tout l'emplacement et la forme et les fausses sont faux. Et puis l'emplacement, si un ou l'autre est correct, c'est 1 point. Si les deux sont corrects, c'est 2 points. Voilà, donc 4 points, dit Docteur Fadel. Oui. Alors on donne combien pour celle-là? 1 point? Oui, 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 c'est 1 point. D'accord. Celle-là? 1 point également pour l'emplacement. D'accord, même si la figure n'est pas complète. La troisième figure, 1 point également pour l'emplacement parce que c'est inversé. Oui. L'autre figure, c'est 2 points. Ben, c'est correct, même si la forme est un peu 100% correcte. Mais on va être plus ou moins souple, voilà, on va dire, pour accepter. Mais là, bon, je pense qu'on accepte. C'est quand même pas un rectangle. Simplement, il y a un peu de perte de symétrie de la figure. Et puis, 0 point pour les deux qui sont oubliés, ça n'a pas été mentionné. Ça nous fait un total de 5 points. Voilà, 5. Donc ça, c'est le premier essai. On expose la feuille avec les figures pendant 10 secondes. On la retire de la vue. Voilà. 10 secondes, c'est court hein, pour retenir 6 figures. C'est très difficile, madame, quand même. On représente la feuille pendant 10 secondes, on la retire. Et là, c'est le deuxième essai. Donc, on arrive à voir que la première figure, déjà, elle est correcte. Emplacement et forme. Donc, ça nous fait 2 points. La deuxième, c'est ni emplacement ni forme. Donc, ça a été peut-être inversé avec les deux. C'est celle-là qu'elle a refaite ici. Oui. Mais elle l'inverse toujours. Oui. Le rang pour la deuxième, c'est faux. Donc, 0 point pour les deux. La figure d'en bas, à droite ou à gauche, bon, c'est correct. Et puis, l'autre figure, là, elle est correcte pour l'emplacement, mais elle est inversée. Donc, ça fait un 0 point. Donc, c'est un total de 5 points. Comment vous la cotez, celle-là? 1 point, madame. Ah oui, j'ai entendu 0 point. Non, 1 point. Ah, pardon, peut-être. Non, c'est 1 point. En place, mais pas correct. Donc, le troisième essai également. Donc, la différence là, il n'y a pas de différence. Apparemment, et là, j'ai exposé. Donc, si. Donc, 2 points pour la première figure, 1 point pour l'emplacement de celle à côté, 1 point pour celle qui est en dessous. Voilà. 1 point pour celle-là et puis 1 pour l'autre. Ça nous fait 6 points. 6 ou 7, vous avez marqué 7. Non, c'est 6 points.
Donc l'avantage aussi, c'est que, bon, voilà, les figures, c'est pas les bonnes figures, hein, on vous a pas montré notre test, puisqu'il n'est pas encore ni normalisé, ni validé, ni publié. Donc on vous montre des exemples, c'est-à-dire c'est fictif. Hein. Mais comme vous voyez, c'est facile aussi à coter. Ça c'est important, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un test simple dans la passation, mais il faut qu'aussi, dans la routine clinique, que la cotation soit simple. Qu'il n'y ait pas trop de difficultés, d'ambiguïté pour donner le point, ne pas donner le point. Là, c'est assez tranché quand même, hein, ça ne pose pas trop de problèmes. Oui, question ? Un point pour l'emplacement. Mais on n'a pas donné le point pour la forme, parce qu'autrement, ça serait 2 points. Incomplet, vous ne donnez pas pour la forme non plus. Donc là, on lui a donné 1 point parce que elle est dans le bon emplacement. Mais on n'a pas donné le point pour la forme. C'est soit correct, soit faux. Il n'y a pas entre les deux. Exactement, il n'y a pas entre les deux. Même si ça ressemble, on ne donne pas le point. Non. Oui, il y a une autre question ? Pendant les deuxième et troisième essais, est-ce que le patient garde sous les yeux les premiers essais ou bien on les retire ? Oui, non. On les retire. Et puis on donne autant aux patients, donc il n'y a pas de limite de temps. Là aussi, il n'y a pas de limite de temps pour la reproduction des dessins. Même pour la répétition des mots, il n'y a pas de limite de temps, donc jusqu'à ce qu'il épuise ses réserves. Oui, ça c'est un facteur non-stress peut-être pour le patient par rapport à certains tests, justement chronométrés, où il voit qu'on compte et puis on l'interrompt. Mais après, il ne faut pas laisser trop de temps non plus. Quoi. On voit quand l'effet s'épuise et que le malade ne ressort plus de mots. Oui. C'est pas la peine de continuer, donc on ne va pas non plus octroyer trop de temps. Oui. Est-ce qu'on peut se permettre de faire un test distractif entre-temps ? Je ne sais pas, peut-être... Non, dans le protocole du BICAMS, non. Non ? C'est pas du tout autorisé ? Non, pas de distractibilité. Pas dans le protocole. Le test évalue la mémoire de travail visuelle. Oui. L'important, c'est les 30 secondes entre l'exposition et la réalisation. Si on donne un intervalle, on va tomber plutôt dans une mémoire visuelle épisodique. Oui. C'est la mémoire. C'est 10 secondes, mais une fois qu'il reproduit, on dépasse quand même 2-3 minutes. Donc finalement, on est quand même dans de l'encodage épisodique. C'est pas si immédiat que ça, c'est pas un empan. Bénédicte, pour eux, c'est de la mémoire épisodique visuelle. Oui. Parce que c'est quand même assez long, le temps de reproduire. Donc, ils regardent 10 secondes, mais il n'y a pas qu'une seule figure à reproduire, il y en a 6. Donc là, on est dans de la mémoire quand même à long terme déjà. On dépasse 2 minutes. 2-3 minutes. Non, c'est de la mémoire épisodique quand même, parce que oui, c'est ça. Il y a quand même 6 figures un petit peu complexes. C'est pas aussi immédiat que l'immédiat. Donc l'avantage aussi, c'est le comparatif mémoire, en fait. Le fait qu'il y ait les deux. Parce que quand même souvent, dans les bilans, les tests, les batteries, c'est souvent de la mémoire verbale. Mais la mémoire visuelle est un petit peu mise de côté dans certains tests en tout cas. Donc là, ils ont vraiment voulu faire l'exploration des deux. Oui, on va laisser peut-être Zineb continuer. Donc là, juste pour un peu rappeler le profil neuropsychologique typique de patients CEP, donc le ralentissement de la vitesse de traitement d'information, c'est le symptôme central. Bien sûr, il y a des troubles de l'encodage. Ils peuvent être quand même altérés par les troubles attentionnels et la mémoire verbale, visio-spatiale, les fonctions exécutives. Le langage est généralement préservé et puis on ne doit pas oublier quand même les variabilités intra-individuelles. Donc les performances peuvent fluctuer selon la fatigue et puis selon l'état, s'il est dépressif, anxieux ou pas. Donc ça doit être pris en compte dans le suivi et l'évaluation au long cours du patient. Donc, le deuxième cas clinique, c'est Madame LR, 40 ans, suivi pour CEP RR,
pas PP, donc c'est une erreur de frappe. C'est poussé sensitif avec un niveau éducatif de 14 ans. Donc en 2015 jusqu'à actuellement, elle était sous interférent, jusqu'à 2024 sous interférent et avec un EDSS à 2. Initialement, son score SDMT était à 38. Donc en 2024, elle commence à ressentir de la lenteur, de la fatigue et des difficultés professionnelles. Donc au contrôle neurologique, il n'y avait pas de poussée récente et puis son IRM encéphalique était stable. Là, son score initial, comme j'ai dit, à 38 en 2015. Et puis là, son score en 2024, donc à 32. Donc elle a perdu 6 points. On a réalisé également le CVLT, donc qui était à 35 mots rappelés pour une norme attendue selon son âge et puis son niveau éducatif qui est normalisé selon les normes internationales à 45 mots. Et son score BVMT a un total de 16. Donc on a noté un déclin cognitif notable essentiellement sur le SDMT. Donc qui est passé de 38 à 32. Donc peut-être c'est une maladie, c'est une maladie qui n'est pas contrôlée. Hein. Donc on a décidé de switcher vers un traitement de deuxième ligne. Et je vous expose les résultats. Donc son score SDMT, elle a gagné 3 points. Donc à l'évaluation 6 mois après. Et 2 points sur le CVLT et puis 3 points sur le BVMT. Donc là, le message, c'est que l'importance, je voulais juste insister sur l'importance de l'évaluation cognitive, notamment le SDMT, vu que la vitesse de traitement d'information est la première à être touchée. Donc ça peut être un argument également de prise de décision thérapeutique et ça peut être un marqueur de progression de la maladie. Donc en ce qui concerne des guidelines internationales, il n'y a pas de normes, de guidelines internationales sur le protocole validé internationalement, mais ça a été annoncé dans l'ECTRIMS de Barcelone et puis sur le site de l'International Multiple Sclerosis Cognition Society qu'il y a un projet commun entre les deux sociétés. Donc ça, peut-être c'est des recommandations qui sont à venir. On verra. Et voilà, donc juste pour rappeler que la CEP n'engage pas un handicap que moteur, il y a également l'handicap cognitif. Et on ne doit pas oublier l'handicap invisible qui est la fatigue et la dépression, qui doivent toujours être évalués et prises en compte dans la prise en charge de la CEP. Donc voilà, pour conclure, la sclérose en plaques génère aussi un handicap cognitif. L'évaluation des troubles cognitifs revêt un intérêt majeur dans la prise en charge. C'est un indicateur de qualité dans les soins de la sclérose en plaques. Il existe plusieurs batteries neuropsychologiques dans la BICAMS qui permet le dépistage. Et puis la validation marocaine, voilà, elle est en cours. Je vous remercie.